Bonjour les amis, soyez le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez lu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour l'examen de physiologie des grandes fonctions, bien précisément chapitre de physiologie du système digestif. Et on commence à la barakatillah. Et donc, on commence par la première question. Alors, la première question concerne le plexus méentérique. Je vais donner rapidement une toute petite définition de qu'est-ce que c'est que le plexus méentérique. Alors, le plexus méentérique, ou encore appelé le plexus d'Orbach, est un réseau de neurones qui forment l'innervation intrinsèque du tractus gastro-intestinal. Ce plexus se situe au niveau de la couche musculeuse, entre les deux couches musculaires, les couches musculaires circulaires et les couches musculaires longitudinales. J'ai déjà expliqué tout ça dans des vidéos précédentes. Alors, on attaque la première proposition. Le plexus méentérique contrôle l'activité sécrétoire du tractus gastro-intestinal. Donc, qu'est-ce que vous pensez pour cette première proposition? Donc, si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai faite sur l'innervation du tube digestif, vous répondez automatiquement que cette proposition est fausse, puisque pour ce qui concerne l'innervation intrinsèque du tube digestif, on distingue deux plexus, le plexus méentérique et le plexus sous-muqueux. Pour le plexus méentérique, il contrôle la motilité du tractus gastro-intestinal, c'est-à-dire il contrôle les différents mouvements péristaltiques, et le plexus sous-muqueux, ou encore appelé plexus de Meissner, il contrôle les phénomènes de sécrétion et d'absorption. Donc, pour cette proposition est une proposition fausse, puisque c'est le plexus sous-muqueux qui contrôle l'activité sécrétoire du tractus gastro-intestinal. Ensuite, deuxième proposition, le plexus méentérique n'a aucune influence sur le fonctionnement du tractus gastro-intestinal. Qu'est-ce que vous pensez? Bien évidemment, et tout simplement, c'est une proposition fausse, puisque j'ai dit tout à l'heure que le plexus méentérique contrôle les mouvements, bien il contrôle la motilité gastrique. Donc, cette deuxième proposition est une proposition fausse. Ensuite, proposition C, le plexus méentérique contrôle l'activité du tractus gastro-intestinal par un seul type de neurones. Je vous laisse voir ce petit extrait de la vidéo d'innervation du tube digestif. Je vais donner une information avant d'attaquer l'explication. Comme vous savez, c'est que les deux plexus sont formés par trois types de neurones. Le premier type de neurones sont les neurones moteurs ou les motoneurones. Le deuxième type de neurones sont les neurones sensitifs ou les neurones récepteurs. Et le troisième type de neurones sont les interneurones. Donc, pour le premier type qui sont les motoneurones, les motoneurones, on distingue entre des fibres nerveuses ascendantes qui sont des motoneurones. Donc, d'après la vidéo, cette proposition est fausse puisqu'on a trois types de neurones et non pas un seul type de neurone. On a les neurones moteurs, les neurones sensitifs et les interneurones. Ensuite, la proposition D. Le plexus méentérique contrôle la motricité spontanée du tractus gastro-intestinal. Qu'est-ce que vous pensez? Donc ça, c'est une proposition vraie, puisque le plexus méentérique contrôle la motricité gastrique lors du court réflexe. Ensuite, la proposition E. Le plexus méentérique constitue l'innervation extrinsèque du tractus gastro-intestinal. Sans réflexion, bien évidemment, c'est une proposition fausse, puisque l'innervation extrinsèque est constituée par les deux systèmes nerveux extrinsèques qui sont le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique.
Et le plexus méentérique constitue avec le plexus sous-muqueux l'innervation intrinsèque. Donc, on a terminé par cette première question. Donc, on a une seule réponse vraie, une seule proposition vraie, c'est la proposition D, la quatrième proposition. Ensuite, on attaque la deuxième question. Deuxième question. À propos de l'innervation du tractus gastro-intestinal, première proposition, les chémorécepteurs renseignent par la voie afférente les centres nerveux au niveau du bulbe rachidien. Qu'est-ce que vous pensez? Je répète la proposition avec une autre formule. Les chémorécepteurs renseignent par la voie sensitive les centres nerveux au niveau du bulbe rachidien. Donc, cette proposition est vraie, puisque les chémorécepteurs sont des récepteurs sensitifs à la variation de la composition chimique. Ces chémorécepteurs, bien évidemment, sont localisés dans la couche sous-muqueuse. Ces chémorécepteurs, ils acheminent l'information, ils acheminent l'influx sensitif vers les centres nerveux bulbaires. Centre nerveux qui se trouve au niveau du bulbe rachidien. Donc, la première proposition est une proposition vraie. Ensuite, deuxième proposition. Le sympathique n'a aucun effet sur le fonctionnement du tractus gastro-intestinal. Bien évidemment et automatiquement, c'est une proposition fausse, puisque le système nerveux sympathique est un système qui constitue l'innervation extrinsèque du système digestif et c'est un système inhibiteur du fonctionnement du tractus gastro-intestinal. Donc, c'est une proposition fausse puisque le système sympathique a un effet sur le fonctionnement de ce tractus puisqu'il agit en inhibant le fonctionnement de ce tractus. Ensuite, proposition C. Le sympathique stimule les fonctions du tractus gastro-intestinal. Automatiquement, c'est faux. C'est une proposition fausse, puisque le système sympathique est un système qui agit au moment du stress. Donc, est un système inhibiteur du fonctionnement du tractus gastro-intestinal. Est un système qui inhibe la digestion, est un système qui inhibe l'absorption, est un système qui inhibe la motricité de ce système. Donc, c'est un système inhibiteur et non pas excitateur. Ce système sympathique, il agit en libérant un neuromédiateur appelé la noradrénaline. J'ai déjà expliqué tout ça dans des vidéos précédentes. On continue. Ensuite, proposition D. Les mécanorécepteurs renseignent par la voie afférente les centres nerveux au niveau du bulbe rachidien. Je reformule encore une fois cette proposition. Les mécanorécepteurs renseignent par la voie sensitive les centres nerveux au niveau du bulbe rachidien. Donc, automatiquement, c'est vrai, puisque les mécanorécepteurs sont des récepteurs sensibles à la distension des parois du tube digestif. J'ai déjà dit que ces récepteurs sont localisés au niveau du plexus méentérique et que ces récepteurs vont acheminer l'influx sensitif lors du long réflexe vers les centres nerveux bulbaires. Donc, cette proposition est vraie. La proposition D est vraie. Ensuite, la proposition E. Le parasympathique stimule les fonctions du tractus gastro-intestinal. Qu'est-ce que vous pensez? Automatiquement, c'est une proposition vraie, puisque le système nerveux parasympathique est un système excitateur du fonctionnement du tractus gastro-intestinal. C'est un système excitateur de la digestion, excitateur de l'absorption et excitateur de la motricité du système gastro-intestinal. Ce système, qui est le système parasympathique, agit par des fibres préganglionnaires en libérant un neuromédiateur appelé l'acétylcholine grâce à un nerf appelé
le nerf vague ou le nerf 10 ou encore appelé le nerf pneumogastrique, donc est un système excitateur, est un système nerveux excitateur du fonctionnement du tractus gastro-intestinal. Donc cette proposition est vraie. Donc on a trois propositions vraies au total. La proposition A, la proposition D et la proposition E. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo ça sera utile pour vous. N'hésitez pas à laisser quelques mots dans les commentaires, des questions, des remarques, des conseils, etc., etc.